Notre victoire électorale signifiera une première immense nationalisation. Le temps long va réappartenir aux êtres humains. Aujourd'hui, le temps long a été colonisé par le temps court, celui des affaires, du profit, de l'immédiat, de la première décision, et le temps long abandonné. Alors nous-mêmes, nous avons eu à en connaître de près, parce qu'on a essayé de lancer le débat sur l'eau et la perturbation du cycle de l'eau quand on a commencé notre campagne. Et on n'est pas arrivé à mettre le thème. Et moi-même, j'ai fini par me dire, peut-être que je me suis alarmé trop tôt, que c'est pas le moment, que le sujet n'est pas arrivé jusque-là. J'étais un peu traumatisé parce que dans mon coin, la Franche-Comté, mon coin d'études, une grande chute, la plus haute d'Europe, a disparu. Et tout d'un coup, quick, plus d'eau. C'est quelque chose de terrible à voir dans sa vie. C'est comme le matin où vous lèverez, il n'y aura plus d'océan. Hein. Bon, ça se produira pas. Mais bon, ça fait le même effet, d'accord? Ça fait le même effet. Donc voilà. Alors, hier, tout le monde attendait de savoir comment le président de la République, parce que nous sommes ses opposants depuis le premier jour, et nous avons été ses opposants tout le long à sa politique. Comment il allait manifester le fait qu'il a compris, même s'il n'a pas envie, que la situation ne présente plus que des sujets, comment on peut dire sans tout peindre en noir, graves, où il ne suffit pas de répondre par des petits coups de com', où il faut aller au fond des dossiers. Là, on parle du dossier de l'eau. Mais le dossier de l'inégalité sociale. Les sociétés les plus divisées socialement sont les moins aptes à faire face aux calamités communes. Tout le monde connaît ça dans la vie. C'est pourquoi j'ai commencé par parler des mineurs abandonnés il y a un instant. Donc le premier devoir, c'est la réparation sociale d'un pays socialement déchiré, dont une partie a coulé sans que les importants aient l'air de s'en rendre compte. Coulé dans la misère, coulé dans l'abandon, coulé dans des logiques de survie, où le sujet chaque jour, c'est comment on va arriver jusqu'à demain, et demain, comment on va arriver jusqu'à la fin de la semaine, en donnant à manger aux enfants, en pouvant avoir ce qu'il faut, le minimum pour se déplacer, tellement ça coûte cher. Là, l'urgence sociale n'est pas comprise par les dirigeants de ce pays. Ils ne comprennent pas qu'il y a 8 millions de gens qui étaient déjà à l'aide alimentaire. Ils pensent que c'est un argument de campagne. Ce n'est pas un argument de campagne, c'est une terrible réalité. Je prends cet exemple de l'aide alimentaire. Maintenant, nous avons trop chaud. Naguère, nous avions trop froid. Et un tiers des Français a grelotté cet hiver parce qu'ils ne disposaient pas des moyens de se chauffer. Nous avons parlé des 2000 sans-abri qu'il y a dans le pays en permanence, c'est-à-dire des gens qui sont à la rue et qui en meurent. Car des gens sans-abri, il y en a beaucoup plus, évidemment. Alors on dit, c'est l'hiver, il fait froid. Si nous gagnons, évidemment, on va prévoir tout de suite. On ne va pas attendre que l'hiver ait lieu et que des gens meurent pour se demander ce qu'on fait. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'avant l'hiver, il y a l'été. Et l'été qui va avoir lieu va être terrible pour les pauvres gens qui n'ont pas d'abri. Parce qu'ils n'ont pas d'accès à l'eau dans les zones urbaines. Parce qu'ils ne savent où aller. J'ai pris ces exemples qui sont frappants parce qu'ils sont au-delà du regard de la société et surtout des dirigeants. Nous évoquons une catastrophe écologique qui était donc hautement prévisible. C'est le réchauffement climatique et les crises, les vagues de sécheresse. Si j'en crois ce qu'on me dit et les rapports des scientifiques, le courant qui longe l'Atlantique de notre côté, le Gulf Stream, qui est une espèce de tapis roulant du climat, serait lui-même soit en phase de ralentissement et soit par moment en interruption. Autrement dit, tout le régime du climat va être modifié tout le long des rivages de l'Atlantique des deux côtés. Évidemment, ce qui est à l'ordre du jour, c'est comment on organise les solidarités, l'entraide, comment on fait pour, c'est un grand mot maintenant, on dit résiliente à tout propos, hein, pour rendre la société capable d'encaisser un choc de cette nature. Alors ça met tout en jeu, hein, la finance, le social et la capacité de prévoir. Et c'est donc dans ce contexte qu'on s'est dit comment cet homme, le président de la République, va nous montrer qu'il comprend la nature de la situation. Et qu'est-ce qu'il nous nomme ? Une catéchumène du néolibéralisme qui a depuis environ 20 ans récité
sa chanson sur tous les tons, toujours le même. Vous devez travailler davantage, vous ne devez pas être payé davantage, et si vous voulez être payé davantage, il faut travailler encore plus que vous le faites maintenant, quand bien même seriez-vous, et vous l'êtes, la classe ouvrière la plus productive de toute l'Europe. Vos services publics coûtent trop cher, vous devez travailler plus longtemps, etc., etc. Quelqu'un qui est une sorte de caricature ambulante de ce type de raisonnement. On l'a connu à la SNCF où il l'appelait Madame Burnout, pour dire que c'était une femme qui ne voyait jamais de limite dans la manière de faire travailler. Ensuite, on l'a connu avec la loi sur les transports, puis sur la RATP. Dans les deux cas, non pas pour améliorer, rendre le transport collectif plus efficace, plus ponctuel, les gens qui y travaillent plus décontractés dans leurs activités. Non, rentabiliser, toujours, la concurrence. Autrement dit, organiser le chaos qui a complètement détruit le système des transports publics en Angleterre. Ils n'ont même pas l'excuse de dire qu'ils ne savaient pas. Ça a déjà été fait, et c'est le chaos. Et de même pour la RATP. Où nous voyons, il paraît que nous allons voir, et il y a déjà des projets sur le sujet, et des choses qui sont en place, des compagnies privées. Mais quiconque a un peu voyagé dans le monde, et a regardé les pays où il y a plusieurs compagnies en compétition, dans une même ville, où croyez-vous qu'ils sont en compétition? Ben sur les bonnes lignes, pas sur les autres. Et donc la péréquation des coûts ne se fait pas. Vous avez donc des gens qui se concentrent sur les bonnes lignes, où c'est la pagaille, etc. Je ne vais pas vous décrire ce qu'est un service privatisé de RATP. Mais voilà qui on a mis là. Quelqu'un qui ne sait faire que ça. Ministre du Travail a réussi à vous rendre l'allocation chômage qui déjà n'est versée qu'à 50% des travailleurs qui sont au chômage, la rendre encore plus dur d'accès. Et vous expliquez bravement et sans broncher à l'Assemblée nationale, oui, ça va mieux pour les gens, bien sûr. Il faut travailler davantage dans une période plus longue et être moins payé. Et c'est ce qu'elle appelle être mieux. 1 million de personnes ont perdu presque 20% de leurs allocations de chômage. Voilà les réussites de cette femme. Et puis, si j'étais plus dur, et je vais l'être, comment se fait-il que pendant tout ce temps qu'elle a passé au gouvernement et où elle a été ministre du Travail, si longtemps, nous n'avons jamais entendu le son de sa voix pour nous parler du plus triste record qu'est notre patrie en Europe. Nous sommes le pire pays pour les accidents du travail. C'est chez nous qu'on meurt le plus au travail, c'est-à-dire sur son poste de travail. Et du travail, c'est-à-dire par les maladies que l'on a attrapées au travail, à cause des produits que l'on manie, à cause des conditions dans lesquelles on fait son travail, à cause de l'épuisement nerveux qu'on peut avoir à son travail. Dans la vision des libéraux, les êtres humains n'existent pas. Les citoyens n'existent pas. Il n'existe que des consommateurs et des producteurs. Et la réduction du monde à ces deux dimensions, qui bien sûr sont dans le caractère des gens, dans leur nature. Oui, c'est vrai, nous sommes des producteurs. Oui, c'est vrai, nous sommes des consommateurs. Mais avant toute chose, nous sommes des êtres humains. Et notre humanité consiste en un certain nombre de fonctions que nous devons accomplir toutes pour être totalement un être humain. C'est-à-dire que nous produisons, mais nous chantons. Nous produisons, mais il peut nous arriver de dessiner. Nous consommons, mais il nous arrive de ne rien faire et d'aimer ça. Nous sommes très concentrés sur notre travail, mais nous adorons la rêverie. Et on ne peut pas être un être humain si on ne peut pas ne rien faire avec satisfaction, rêver, chanter ou faire ce que l'on veut, qui n'est pas directement et complètement asservi au temps contraint qu'est le temps de travail. Ça, c'est très important de comprendre ça.